Vous en avez marre de Mac et Windows? Bienvenue dans le monde merveilleux des alternatives libres. Windows et Mac sont aujourd'hui les deux grands systèmes utilisés par presque tout le monde pour se servir de son ordinateur. D'un côté, Windows, qui contrôle 76% du marché, est le système de base qui sert de couche logicielle à pratiquement toutes les marques qui vendent du matériel informatique, parce que tout le monde le connaît et tous les logiciels importants sont compatibles avec lui. Et de l'autre, Mac, qui contrôle environ 15% du marché, a réussi à faire son trou en proposant un système ergonomique, élégant et attrayant, le tout sur des appareils spécialement conçus pour ça et eux aussi ergonomiques, élégants et attrayants, en reprenant tous les codes de l'industrie du luxe, ce qui leur permet de justifier de vendre une machine pour plusieurs milliers d'euros et permettent à l'acheteur d'un Mac de dire au monde entier: Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. N'oublions pas d'ailleurs que récemment, 3% du marché ont été accaparés par Google avec les Chromebooks, des ordinateurs très bon marché pour les gens qui veulent juste un moyen simple d'aller faire des trucs sur internet. Les PC Windows, les Mac et les Chromebooks, ce sont des ordinateurs qu'on vous vend dans des magasins avec de magnifiques devantures pour vous donner envie de vous les procurer. Mais ce qui est mis sous le tapis, c'est entre autres la façon dont ces systèmes ont tendance à monnayer nos informations personnelles. En effet, et je le répète tellement souvent qu'on dirait que je force comme un militant de la France Insoumise dans une élection présidentielle, les compagnies Microsoft et Google vous forcent à créer des comptes pour utiliser leurs services et se débrouillent pour collecter les données à caractère personnel que vous enregistrez sur votre ordinateur. C'est comme ça qu'après, vous pouvez vous retrouver assailli de pubs qui correspondent aux trucs que vous avez regardés juste avant, vu que les GAFAM vous pistent et revendent les données à des régies publicitaires quand ils ne sont pas eux-mêmes des régies publicitaires dans le cas de Google. Mais alors Jamie, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour remplacer ces systèmes et qui permettent de faire la même chose? Fedora est un système d'exploitation pour ordinateur de bureau créé en 2002. Il s'agit donc de l'un des systèmes d'exploitation actuels les plus anciens encore que d'autres alternatives comme Ubuntu par exemple. Fedora est ce que l'on appelle une distribution communautaire, ce qui signifie qu'il n'est pas maintenu par une entreprise mais par une communauté de programmeurs, souvent bénévoles, qui prennent des décisions ensemble pour faire avancer le projet. Et alors... oui, bon d'accord, on va parler un peu d'IBM. En fait, Fedora a été créé à la base par une entreprise, Red Hat, qui est spécialisée dans l'informatique pour les sociétés. Et en 2002, ce sont eux qui ont initié la communauté du projet Fedora. En gros, c'est du donnant-donnant. L'entreprise Red Hat sponsorise le projet Fedora et lui apporte des fonds ainsi que des développeurs professionnels pour s'en occuper. De l'autre côté, Fedora permet à Red Hat de tester des technologies qui seront plus tard incorporées dans les produits de l'entreprise. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom, le Fedora étant le même chapeau que l'on retrouve sur le logo de Red Hat. Et aussi celui d'Indiana Jones. Voilà. C'est gratuit. Or, depuis quelques années, Red Hat est devenue une filiale d'IBM, une entreprise de technologie qui est certes moins pourrie que les GAFAM, mais est quand même réputée pour pratiquer le licenciement économique, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, elle a licencié des employés à un moment où elle avait engrangé des gros bénéfices pour pouvoir reverser encore plus d'argent à ses actionnaires. Alors, pourquoi est-ce que je parle quand même de Fedora malgré ça ? Premièrement parce que Fedora est un système open source, ce qui signifie que son code est public et peut donc être audité à n'importe quel moment pour vérifier qu'il ne collecte pas nos données personnelles. Deuxièmement parce que contrairement à Chrome OS, dont la base est elle aussi open source mais où quasiment toutes les décisions sont en fait prises directement par Google, la majeure partie des contributeurs du projet Fedora ne sont pas des employés de Red Hat et ne sont donc pas liés à IBM. Troisièmement, parce que le conseil de Fedora, qui dirige le projet, est constitué pour moitié de personnes qui ne sont pas des employés de Red Hat et n'ont donc, a priori, aucun lien avec IBM. Et quatrièmement, parce que contrairement à Ubuntu, qui travaille main dans la main avec les GAFAM depuis des années et a même déjà implémenté les services d'Amazon dans son système par le passé, le seul préjudice entre guillemets de Fedora est d'être le terrain d'expérimentation de Red Hat sans que rien ne soit imposé aux utilisateurs. Enfin, ce qui est intéressant avec Fedora, c'est que c'est un système d'exploitation qui est réputé pour intégrer toutes les dernières technologies, ce qui en fait potentiellement le système le plus moderne du monde, tout en étant stable et simple à utiliser, même pour des débutants. Enfin, dans une certaine mesure. C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je comprendrais tout à fait que vous n'ayez pas envie d'utiliser Fedora parce qu'ils sont trop près d'IBM pour vous.
Après, gardez quand même à l'esprit que de toute façon, les systèmes d'exploitation alternatifs grand public utilisent tous un noyau Linux et que le développement de Linux, même s'il reste indépendant vis-à-vis des grands groupes, est sponsorisé par les grands groupes comme IBM, Samsung, Twitter et même Microsoft. Les liens avec les entreprises de la tech ne sont donc malheureusement jamais totalement rompus. Mais ça n'empêche pas les différents projets comme Fedora de garder leur indépendance et à leurs utilisateurs de promouvoir par leur action une certaine éthique informatique. Cette mise au point étant faite, il est temps de commencer à parler du système. Quand on allume Fedora, on est accueilli par un petit message de bienvenue qui nous propose d'apprendre quelques petits trucs sur l'utilisation du système. L'environnement de bureau, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous évoluez avec Fedora, s'appelle GNOME et il a été conçu avec l'objectif d'être le plus simple possible en toutes circonstances. Tout doit pouvoir se faire exactement de la même façon et il doit y avoir le minimum absolu de distraction à l'écran. C'est pour ça qu'une fois l'aide passée, vous êtes sur quelque chose de très épuré. Et d'ailleurs, GNOME n'est pas qu'un simple environnement, c'est aussi toute une suite d'applications qui sont toutes faites pour posséder les mêmes interfaces, ce qui rend son utilisation très ergonomique. Comme on est sur Linux, le téléchargement de logiciels est aussi beaucoup plus simple que sur Windows ou Mac. Ici, pas besoin d'aller sur des sites internet pour télécharger des .exe comme des sauvages, la quasi-totalité des logiciels sont trouvables dans un magasin d'applications. Quand vous y entrez, vous remarquerez vite que vous allez devoir faire une grosse mise à jour. Mais bon, Linux c'est génial, vous savez, moi sur Ubuntu, j'ai jamais eu besoin de redémarrer mon PC pour faire les mises à jour et du coup j'ai jamais eu à me taper 10 minutes d'attente comme sur Windows. Du coup là ça devrait être pareil. Allez, allons-y. Oui, bon, c'est vrai que la première fois, ça m'a grave déçu, parce que s'il y a bien un truc de Windows qui me manquait pas, c'était les mises à jour au démarrage du système. Heureusement, toutefois, Fedora est un peu plus sympa que Windows au niveau du téléchargement et de l'effectuation des mises à jour, puisque vous avez le droit de choisir de ne pas la faire tout de suite. Vous aurez un message vous proposant de la faire, mais c'est tout. Là où Windows a un peu tendance à les imposer à moitié, même quand il s'agit de mises à jour majeures qui ajoutent de grosses modifications du système. Du coup, certes, c'est moins efficace que sur Ubuntu, mais ça passe. En revanche, il y a un truc dans Fedora qui n'est pas comme dans Ubuntu et qui risque de fortement gêner les nouveaux utilisateurs, votre système ne sera pas pleinement opérationnel tout de suite. En effet, Fedora est fait pour ne contenir que des composantes libres et open source en son sein, sauf qu'on a besoin de certaines composantes propriétaires, non libres donc, pour faire certains trucs, comme regarder certaines vidéos sur internet sans latence par exemple, ou encore avoir accès à tout le catalogue d'applications du FlatHub, qui est en gros l'équivalent Linux du Play Store. Du coup, quand vous démarrez Fedora, il faut aller sur le site du FlatHub pour le connecter à votre ordinateur, puis activer les RPM Fusion qui permettent d'installer des composantes non libres, puis installer les codecs vidéo, et ça, pour le coup, ça se fait en ligne de commande depuis le terminal. Une fois que c'est fait, en fait, Fedora devient aussi simple, si ce n'est plus simple d'utilisation que Windows ou Mac, mais faut quand même commencer par le faire, et c'est vrai que c'est rédhibitoire. D'autant plus qu'il y a un second petit problème, le format Flatpak. En effet, il existe différents formats pour les applications de Fedora. Il y a le format RPM, que je vous recommande à chaque fois qu'il est disponible parce que c'est avec lui que les applis marchent le mieux, et il y a le format Flatpak, qui couvre une plus grande variété d'applications, mais est encore assez jeune et a besoin de progresser. Le souci du format Flatpak, en gros, c'est que les applications Flatpak ont du mal à gérer les permissions, c'est-à-dire ce à quoi l'ordinateur doit les autoriser à accéder pour qu'elles fonctionnent normalement. Un exemple très simple, j'ai longtemps utilisé la version Flatpak de Nextcloud, qui est le logiciel de mon cloud. Et bah, comme elle n'a pas toujours les bonnes autorisations, c'est impossible de la mettre en application au démarrage. Sauf que moi qui utilise mon cloud littéralement tout le temps, c'était relou de devoir démarrer l'application à chaque fois que je démarrais mon PC, au lieu qu'elle démarre toute seule. J'ai donc voulu télécharger la fameuse version RPM, qui n'a pas ce problème, sauf que l'option n'existait pas dans l'App Store. Bêtement, j'ai cru qu'il n'y avait tout simplement pas de version RPM, alors qu'en fait, si, elle existe, c'est juste qu'il faut la télécharger manuellement, c'est-à-dire soit en ligne de commande, soit en passant par ce qu'on appelle un gestionnaire de paquets. Et là, je suis à peu près sûr que j'ai perdu tous les néophytes. Ah, et si je devais enfoncer le clou, Fedora a quand même tendance à être un peu plus buggé qu'Ubuntu. Un truc de fou qui m'est arrivé une fois, c'est que lorsque le stockage de mon PC était presque saturé, toutes les icônes des applications ont
planté. Mais genre, plus rien ne s'affichait, même les icônes système étaient buggées et j'ai dû réinstaller tout le système. Alors, je ne sais pas du tout si le problème vient de Fedora ou de GNOME, et si donc il pourrait par exemple se produire sur Ubuntu, mais c'est quand même sacrément problématique. Mais avec tout ce bordel, vous devez vous dire que Fedora c'est vraiment pourri et que ça n'a aucun sens que j'ai dit que c'était le système le plus moderne du monde et simple à utiliser pour des débutants. Mais bon, vous savez, j'ai réponse à tout. En fait, c'est justement la modernité de Fedora qui a tendance à faire advenir des petits problèmes. Fedora intègre toutes les dernières technologies du monde du logiciel libre, ce qui lui permet d'être constamment en avance sur son temps, même par rapport à Mac ou à Windows. Et c'est justement le fait d'intégrer ces technologies dans un système utilisé par des millions de personnes qui permet de diminuer les bugs et de faire évoluer ces systèmes, qui ensuite vont se retrouver un peu partout. Le prix à payer, c'est que parfois ça ne fonctionne pas aussi bien que sur les autres systèmes. Mais maintenant, ces trucs dont je vous parle sont loin d'être aussi handicapants. Concrètement, j'ai pu rencontrer quelques bugs que j'ai fini par apprendre à régler, et depuis que je les ai réglés, j'ai plus aucun souci. Et ce qui s'impose à ce moment-là, c'est la simplicité d'utilisation de ce système. Fedora a en effet l'avantage de profiter de la version la plus moderne de GNOME, et cette version est vraiment très belle. Elle est homogène, épurée, propre, fonctionnelle, elle fait tout ce qu'on attend d'un ordinateur, et elle le fait très bien. Et après tout, les bugs, c'est quelque chose qu'on attend d'un ordinateur, d'une certaine manière. Du coup, à la question « Est-ce que Fedora est vraiment utilisable par des débutants ?», ma réponse est simple. Oui, du moment qu'il y a quelqu'un pour tout configurer en amont. À titre personnel, j'ai eu l'occasion d'installer Fedora sur l'ordinateur d'une personne proche, et voilà comment je m'y suis pris. J'ai d'abord mis le système et effectué toutes les mises à jour et installations à faire pour commencer. J'ai ajouté une extension, le Dash to Panel, pour la rapprocher un poil plus de ce qu'on trouve sur Windows, et depuis, je suis officiellement le gars qui assure la maintenance du PC si elle rencontre le moindre souci. Et ce qui est à rappeler aussi, c'est qu'une personne qui fait uniquement de la bureautique rencontrera infiniment moins de problèmes que moi, même sur Fedora, parce qu'elle se contentera d'une suite logicielle limitée et n'aura pas besoin de chercher très loin pour de nouveaux outils. Et ce cas de figure concerne la majorité des gens qui utilisent un ordinateur. Néanmoins, ça nous montre quand même un truc. Non, Fedora n'est pas réellement fait pour un débutant. Un débutant peut tout à fait l'utiliser, mais à condition qu'on lui ait pré-mâché le travail. Et de fait, je ne recommanderais pas du tout Fedora à une personne seule qui veut se lancer dans Linux. Maintenant, vu que ça fait des années que ce système améliore de plus en plus son accessibilité, je pense que finira par arriver ce moment où Fedora se sera suffisamment bossé pour être parfaitement utilisable. Sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, et à la prochaine tout le monde!